Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour aujourd'hui pour un info coronavirus. Aujourd'hui, trois sujets qui, je pense, auront beaucoup d'intérêt pour les membres, c'est-à-dire le projet de protocole de retour au travail de l'employeur, donc pour un éventuel retour au travail dans les prochaines semaines ou les prochains mois, le possible déploiement d'effectifs de la fonction publique pour la lutte COVID-19, qui serait demandé par le ministère de la Santé, et les modalités des assurances dans le contexte de COVID-19. Bonjour Lina. Bonjour Julien. Alors, on sait, puis tu l'auras probablement aussi constaté, que la première phase d'épidémie semble être dans sa phase décroissante. C'est une bonne nouvelle. Grâce à ça, on entend de plus en plus parler, le premier ministre, de la reprise des activités dans plusieurs secteurs industriels. On peut donner comme exemple la construction résidentielle ou les garages qui ont été autorisés à reprendre leurs activités. Est-ce que tu sais, est-ce qu'on a plus de détails en ce qui concerne un retour au travail dans la fonction publique en tant que telle? Oui, Julien, l'employeur nous a indiqué qu'il travaille présentement sur un protocole de retour au travail qui sera éventuellement appliqué par les différents organismes et ministères. Mais il est clair que la reprise des activités, ça va se faire lentement. Ça devrait se faire de façon graduelle également. Il est d'ailleurs pas exclu qu'après un certain retour au travail, l'évolution de l'épidémie force le retour des gens à la maison. On ne sait pas quand ce retour au travail pourrait commencer, mais ce sera en fonction des recommandations de la santé publique. Là, donc l'employeur prépare un protocole, un plan là, pour le retour au travail. Est-ce que tu sais ce que ce plan contiendrait? On nous a assuré qu'on nous transmettrait le projet afin qu'on puisse le bonifier, mais on a très peu de détails pour le moment, pour ne pas dire pas du tout de détails. Il devrait normalement définir les différents critères qui seront à respecter afin de rendre les milieux de travail sécuritaires. On nous assure que sans un respect intégral de ces critères, la distanciation sociale, par exemple, il n'y aura pas de retour au travail qui pourrait être autorisé. C'est-à-dire que la capacité d'accueil dans chaque milieu de travail va être évaluée. Il est probable que, selon les critères qui seront établis, un retour partiel au travail sera possible, étant donné les distances qu'il faudra maintenir dans un certain temps entre les personnes. Le protocole devrait également prévoir des mesures à prendre pour réduire l'anxiété des gens qui auraient des craintes et de l'anxiété en ce qui concerne les risques liés à la COVID. OK. Donc, ça va être un peu un guide pour les ministères et organismes sur quelles sont les bonnes pratiques à respecter là, lorsque viendra le temps de ramener une partie des gens au travail. Est-ce que les employés de leur côté, là, les salariés, les membres du SFPQ, puis les autres employés de la fonction publique, auront de leur côté des consignes à respecter là, en ce qui concerne les mesures sanitaires? Tout à fait. Et l'employeur a aussi été très clair à l'effet qu'il y aura aucune tolérance pour les employés qui ne respecteront pas les règles de distanciation et les mesures de prévention qui seront mises en œuvre. Et il sera important que tout le monde respecte les règles qui seront mises en œuvre. Alors, nous, on va faire de la pression également pour que les citoyens et les citoyennes qui utilisent les services des différents ministères et organismes soient aussi obligés de respecter les règles reliées aux mesures sanitaires. Oui, on sait que ça a été un problème, là, surtout au début de la crise où c'était pas tout le monde qui était conscient là, dans les citoyennes et les citoyens des mesures à prendre quand ils étaient en contact avec nos membres, là, par exemple dans les bureaux d'accueil. C'est clair que ça va être très important. Pour les personnes qui ont plus de 70 ans ou celles qui sont aux prises avec des maladies chroniques, on sait que pour l'instant, ils ont été retirés, disons, prioritairement des milieux de travail. Est-ce qu'elles vont toujours être protégées? Oui, on nous a donné l'assurance qu'elles ne seront pas mises à risque par un retour en emploi précoce, un retour sur les lieux de travail précoce. D'accord. Et puis, est-ce qu'on sait un petit peu qui pourrait être appelé à revenir en premier dans les milieux de travail, là, éventuellement, si on commence à rappeler des gens? Ben, on n'a pas été informé de tous les critères, mais il semble clair que ça serait probablement les personnes qui ont un emploi qui rend difficile le télétravail et qui sont qui ne sont pas dans les bureaux présentement. Vraisemblablement, là, ça porte à croire que ce seraient les premiers à être appelés au travail. Merci, Lina. Je pense que c'est clair que dès qu'on aura plus de détails à propos du protocole de retour au travail ou à propos du retour au travail lui-même, je pense qu'on va le transmettre aux membres là, le plus rapidement possible.
Exactement. De toute façon, nous, on travaille déjà sur des questions qu'on aura à poser lors de que le protocole du retour au travail sera déposé par le secrétariat du Conseil du Trésor. On aurait un moment où on pourrait être consulté. Nous, on travaille déjà à se questionner sur tout le fonctionnement, là, toutes les questions qu'on pourrait avoir pour le retour au travail, que le retour au travail se fasse de façon sécuritaire pour nos gens. Merci. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Alors, quand même une grosse nouvelle aujourd'hui. On a été approché par l'employeur concernant un possible redéploiement de personnel de la fonction publique vers la lutte COVID-19, un peu comme on a vu là, dans le secteur de l'éducation. Peux-tu nous parler un peu là, de ce qu'on en sait de ce plan-là? Oui, bien effectivement, c'est en fonction du décret ministériel qui a été adopté puis reconduit par le gouvernement du Québec. Donc, c'est possible que le ministère de la Santé et des Services sociaux requiert des effectifs dans la fonction publique pour aller aider au domaine de la santé. Donc, c'est le M3S qui a des besoins ou qui pourrait avoir des besoins, puis qui a envoyé ces besoins-là au secrétariat du Conseil du Trésor. On a été avisé cette semaine lors d'une rencontre avec le Conseil du Trésor sur le sujet, puis on a posé beaucoup de questions par rapport à ça. D'accord. Est-ce qu'on sait qui pourrait être appelé à participer là, parmi les membres qu'on présente? Malheureusement, on n'a pas eu les détails à ce niveau-là. On a posé des questions à savoir aussi que dès qu'il y a des personnes qui seraient appelées, qu'on voulait être informé pour chaque personne. Ce qu'on peut pour vous dire pour l'instant, c'est que tout d'abord, ça va être du volontariat. Donc, l'employeur ne forcera pas personne à aller travailler. Il va faire un appel avec du volontariat pour les gens qui souhaiteraient aller donner un coup de main. D'accord. Est-ce qu'on a des détails sur le type de tâches qui seraient à réaliser? Non, on a posé des questions à ce sujet-là aussi. On sait qu'il y a des tâches, on le voit dans les médias, qu'il y aurait des tâches dans les CHSLD, dans les hôpitaux, ailleurs, mais il y aurait également des tâches administratives qui pourraient être faites. Donc, une agence secrétariat pourrait être appelée à travailler dans le domaine de la santé, mais non pas physiquement, mais elle pourrait travailler peut-être même à distance en télétravail, mais travailler au niveau du domaine de la santé en tant qu'agent de secrétariat, donc à distance, qu'il n'y aurait pas de danger pour être en contact avec des gens directement. Ça pourrait être d'autres tâches qui sont plus en contact avec les gens, mais malheureusement, on a encore demandé des informations à l'employeur, puis l'employeur nous a dit que pour l'instant, les besoins viendraient du M3S et qu'il n'avait pas ces informations-là. D'accord. Et est-ce qu'on a une idée si c'est quelque chose qui pourrait se déployer à très court terme ou plutôt à long terme? Est-ce qu'on a une idée quand est-ce que ça pourrait commencer, ce redéploiement-là? Encore une fois, l'annonce nous a été faite de dire que c'était possible. On a posé des questions également sur les 40 000 personnes bénévoles qui s'étaient offertes, à savoir combien de ces personnes-là avaient été choisies. On a su hier soir, là, je pourrais dire jeudi soir, que c'était finalement 3 000 personnes sur les 40 000 qui avaient été choisies en fonction de leur capacité ou en fonction de leurs aptitudes. De notre côté, on ne sait pas le nombre de personnes qui pourraient se porter volontaires versus le nombre de personnes qui pourraient être choisies. Mais on va continuer à demander des informations de la part du Conseil du Trésor sur le sujet à chaque fois qu'on a des rencontres avec eux, soit 2 fois par semaine. D'accord. Tu t'as déjà mentionné qu'on allait demander le détail là, de chaque personne là, qui serait redéployée, les tâches qu'ils vont effectuer, etc. Est-ce qu'on a d'autres revendications dans ce contexte-là, là, si jamais ça devrait se concrétiser, ce plan de redéploiement? Ben, c'est justement pourquoi on a demandé d'avoir le nom de chaque personne qui sera redéployée dans le domaine de la santé, parce que nous allons avoir un suivi à faire avec ces personnes-là. Tout d'abord, au niveau des conditions de travail, ce qu'on a demandé au Conseil du Trésor, qu'est-ce qui allait s'appliquer comme conditions de travail? Donc, c'est la convention collective qui s'applique. Mais ceci étant dit, si la personne avait un grief à faire, alors que dans le domaine de la santé, c'est nous qui allons devoir défendre ce grief-là. Donc, déjà, au départ, on peut voir qu'il va y avoir des difficultés à certains niveaux. On a demandé également aussi pour savoir si les primes, le 4 ou le 8 allaient s'appliquer pour nos gens en fonction des tâches assimilables à des tâches que les gens de la santé feraient et qu'il y aurait des primes qui seraient à ces personnes-là, qui seraient données à ces personnes-là. Au début, on semblait pas enclin à vouloir accorder des primes, ce qu'on trouve totalement inacceptable de la part de l'employeur. Donc, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Puis, on a demandé à l'employeur de revoir sa position, ce qui s'est engagé à faire, et ce qui s'est engagé à faire des démarches auprès également aussi du ministère de la Santé pour s'assurer que nos gens aient les mêmes conditions de travail que les gens au niveau de la santé. Donc, on attend des suivis à ce niveau-là. Être traité au minimum, justement, là, avec équité. On a également quelques questions là, qui continuent à revenir. Je dirais que le volume de questions concernant la COVID-19 a baissé significativement, mais il y a quand même plusieurs questions qui continuent à nous être transmises. Une d'entre elles, c'est concernant les étudiants. On sait que l'employeur a commencé malheureusement à mettre à pied certaines personnes étudiantes qui travaillent dans les ministères, dans les organismes. On se fait demander, est-ce qu'il pourrait y avoir une réembauche éventuelle là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois?
On ne sait pas comment ça va fonctionner. On sait d'habitude, la grande majorité des emplois étudiants se font durant l'été. Donc, c'est l'été que les employés étudiants viennent prêter main forte un petit peu, je dirais, à cause des périodes de vacances pour les fonctionnaires ou les ouvriers qui sont à ce moment-là durant la période estivale. De notre côté, avec le gel d'embauche, on nous avait dit que les emplois étudiants seraient coupés. Est-ce qu'ils vont pouvoir tous les couper? Est-ce qu'il y en a qui vont obtenir des dérogations pour pouvoir continuer? On a des questions, mais l'employeur, pour l'instant, n'est pas capable de nous répondre. C'est chaque ministère qui fait part de ses besoins, puis c'est le Conseil du Trésor par la suite qui étudie chacune des demandes individuellement. Donc, ça peut être long. On sait également aussi qu'au niveau du fédéral, il y avait annoncé des mesures ou des montants d'argent pour les emplois étudiants durant l'été pour essayer de subventionner ça. Est-ce qu'un gouvernement va être admissible à ces montants d'argent-là également aussi? J'en doute un peu, mais c'est sûr qu'on va suivre l'ensemble de l'actualité pour s'assurer que le maximum d'étudiants puissent revenir. Pas tant pour leur emploi, bien sûr, c'est important pour eux pour pouvoir payer les études, payer les choses, mais également aussi pour l'ensemble des activités gouvernementales, pour donner un coup de main également aux gens qui sont déjà en poste et puis qui sont là pour rendre les missions de l'État. Donc, c'est sûr que les emplois étudiants sont importants. On va continuer à faire les démarches, mais le gel d'embauche, malheureusement, nous met des bâtons dans les roues présentement. D'accord. Une autre question qui commence à revenir pas mal. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'étape où normalement on devrait avoir fait les choix de vacances. Dans certains ministères ou organismes, ce processus-là a été soit décalé ou gelé ou modifié. Est-ce que c'est normal dans le contexte actuel? Oui, c'est tout à fait normal parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la période estivale. Si on est encore en confinement jusqu'au 1er août, puis là, j'avance, je n'ai aucune information sur le sujet, là, mais admettons qu'on est en confinement encore jusqu'au 1er août, que j'aurais fait un choix de vacances du 1er au 15 juin ou du 15 juin au 30. Donc, ça serait complètement illogique de me demander de prendre des vacances ou de me forcer à prendre des vacances alors qu'il faudrait que je reste à la maison. Donc, c'est nous qui avons demandé, entre autres, au gouvernement, à l'employeur, que les différents ministères et organismes puissent suspendre le processus ou même reprendre le processus de vacances une fois que le confinement va être terminé, une fois qu'on va savoir également qu'est-ce qui est possible de faire ou de ne pas faire au Québec. On annonce jour après jour des changements. On a appris que les festivals allaient être interdits jusqu'à la fin août, que les rassemblements également probablement allaient être interdits jusqu'à la fin août minimalement. Donc, il faut qu'on puisse s'assurer que nos gens vont faire un choix de vacances éclairé à travers tout ça. Donc, ce qu'on a demandé, c'est de retarder les choses. Fait que ça s'est fait à plusieurs ministères. D'autres ministères ont maintenu le choix des vacances, mais on dit peut-être qu'il y aurait un deuxième choix ou un changement de choix qui pourrait s'effectuer parmi nos membres. Donc, on va suivre l'actualité pour l'ensemble des ministères pour s'assurer qu'après ça, les gens puissent faire un choix éclairé pour les vacances à venir. Excellent. Dernière question, c'est une question auquel on a déjà répondu, mais c'est sûr que ça peut créer de l'anxiété, c'est bien normal auprès de nos membres qui sont concernés. Pour les personnes qui sont en isolement, parce que la santé publique ou le système de santé leur a demandé de s'isoler, considérant les risques qu'ils pourraient avoir liés à COVID-19. Qu'est-ce qui arrive pour leur traitement? Doivent-ils utiliser des congés de maladie? Est-ce que l'employeur pourrait être appelé à leur reprendre une partie du salaire qu'il leur est versé? Comment ça fonctionne dans ce temps-là? Bien, les gens qui sont en isolement, leur salaire est maintenu. Là, on voit qu'ils vont changer peut-être les choses. Ils vont demander, là, les garages recommencent à fonctionner, les centres de jardin également aussi. Donc, toutes les personnes qui vont recommencer à travailler, il y a peut-être des conjoints, des conjointes qui vont devoir rester à la maison avec les enfants. Donc, on a eu l'assurance de la part de l'employeur que lorsqu'il y aurait une obligation de rester à la maison, alors que l'autre personne doit aller au travail, ou qu'on est monoparental et qu'on doit rester à la maison parce que les écoles primaires, secondaires, les garderies demeurent fermées, le traitement est maintenu. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce n'est pas de prendre des vacances, ce n'est pas d'être en invalidité également aussi. Si vous êtes en invalidité, c'est parce que vraiment vous n'êtes pas disponible pour faire du travail et que vous devez vous remettre d'une maladie ou vous avez une situation qui nécessite une hospitalisation, quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui est en isolement volontaire ou qui doit rester à la maison pour ses enfants ou une obligation familiale, le traitement est maintenu. Je tiens également à revenir sur le redéploiement d'effectifs du côté de la santé, parce que là encore, s'il y avait des gens qui se portaient volontaires et qui allaient travailler du côté de la santé et qui seraient en contact avec des gens qui pourraient être porteurs du COVID, lorsqu'ils vont revenir dans la fonction publique, il va y avoir un temps de confinement, donc une quarantaine à faire. Et l'employeur nous a garanti que ce temps de quarantaine-là serait fait et qu'ils seraient payés à même leur salaire, leur en traitement normal. Donc, il pourrait peut-être avoir du télétravail qui va se faire à distance, ou sinon, s'il n'y a pas de télétravail possible à distance, ils vont être en confinement chez eux durant la quarantaine, mais le traitement va être maintenu également aussi durant cette période-là. Je pense qu'on peut dire à tous les membres que dès qu'on va avoir plus d'informations sur les modalités éventuelles d'un
d'un redéploiement vers le secteur de la santé. Là, si un tel redéploiement a lieu, on va les en informer le plus rapidement possible. Effectivement. Puis si vous vivez des situations présentement où l'employeur ne maintient pas votre traitement, vous dit d'aller en vacances, ou vous avez une autre problématique, on vous invite à contacter le service des communications du SFPQ. Et également, vous pouvez contacter vos dirigeants, soit locaux, soit régionaux, pour justement parler de la situation et avoir à faire des interventions auprès de l'employeur. Ce n'est pas tous les gestionnaires qui ont l'information pointue comme nous, on peut l'avoir parce qu'on est en contact directement avec le conseil du Trésor, mais ça se peut qu'il y ait des informations, ça va être bouche-oreille des fois, où par palier, ça prend du temps à descendre, ou ils n'ont pas toute la même information qui descend avec le téléphone arabe, qu'on pourrait dire. Alors, je vous invite à contacter vos dirigeants, contacter vos représentants régionaux également aussi, ou le service des communications du SFPQ pour pouvoir vous poser des questions sur une situation particulière que vous pouvez vivre. Merci beaucoup, Christian. Merci, Julien. Au plaisir. Bonjour, Patrick. Bonjour, Julien. Alors, on sait que la situation de crise qu'on vit présentement peut avoir un impact sur la situation financière de nos membres, même si, heureusement, la très grande majorité d'entre eux ont gardé leur emploi à travers la crise. On me dit qu'il y a des éléments qui ont été négociés du côté des assurances pour pallier à ça. Pourrais-tu m'en parler un petit peu? Bien, effectivement, parce que même si nos membres travaillent toujours actuellement, la très, très grande majorité, le côté qu'on ne sait pas, c'est la situation familiale pour les conjoints, puis peut-être dans certains cas même des enfants. Donc, ce qu'on a négocié avec Desjardins Assurance, pour celles et ceux qui sont couverts par le régime d'assurance collective Desjardins, qui est offert chez nous au SFPQ, on a allégé les critères pour changer de module. Donc, ce que je veux dire, c'est que les modules de santé 1, 2, 3, pour l'assurance qui est santé, donc la grande majorité des médicaments, mais pour celles et ceux qui ont santé 2 et santé 3, qui ont décidé de prendre une plus grande couverture pour, par exemple, aller couvrir le paramédical dans le santé 2, puis santé 3 principalement pour aller chercher le soin dentaire, les gens prennent ces modules-là, ils doivent les garder 2 ans dans le cas de santé 2 et vous devez absolument garder santé 3 pour 3 ans quand vous faites ces changements-là. Donc, dorénavant, et ce, depuis au moins la dernière semaine, et ce, jusqu'au 30 juin prochain, si votre situation financière ou pour toute autre raison, là, on ne demandera aucune justification. Si vous voulez réduire votre couverture, donc si actuellement vous avez santé 3 puis vous dites, ben là, ça c'est trop dispendieux, je veux diminuer à santé 2 ou même passer de santé 3 à santé 1, ou dans d'autres cas, de santé 2 à santé 1, vous pouvez toujours le faire sans problème là, actuellement, puis il n'y aura pas de critères. Et par la suite, quand votre situation financière ou familiale vous le permettra au cours de la prochaine année, ben, vous pourrez toujours changer de module à nouveau. Alors ça c'est l'allègement qu'on a fait avec l'assureur. Puis dans tous les cas, vous devez vous adresser aux ressources humaines de votre ministère ou de votre organisme, si vous faites partie des unités parapubliques, à vos ressources humaines pour pouvoir faire ces changements-là. Et dans d'autres cas, si vous étiez assuré par votre conjoint ou votre conjointe par son travail et cette personne-là, elle a perdu son lien d'emploi et elle n'a plus accès à son assurance collective, bien, vous pouvez toujours vous assurer avec Desjardins dans notre régime à tout moment. Sans preuve d'assurabilité, évidemment, là, pour l'ensemble des santé 1, 2, 3. Et là, ben là, vous avez une panoplie d'informations, tant sur notre site Internet que celui de Desjardins pour notre régime d'assurance collective. Et puis, si les membres ont des questions là, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, à qui ils peuvent s'adresser? Bon, là, ce qui entrait vraiment au changement de module ou à une future inscription, vous vous adressez toujours aux ressources humaines de votre ministère ou de votre organisme parapublic parce que c'est eux qui ont les formulaires. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours plutôt vous adresser à Desjardins Assurance qui sont en mesure de vous donner des informations précises. Sinon, ben, contactez votre structure locale qui sera en mesure de vous référer soit à votre bureau régional ou même ici au siège social, là, aux personnes qui vont pouvoir vous informer. Mais pour les formulaires, comme je dis, c'est les ressources humaines de votre ministère, votre organisme. Puis si vous avez des questions sur la couverture, vous vous adressez directement à Desjardins. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Ça me fait plaisir. Alors, on vous remercie pour votre écoute. On vous rappelle également que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à communication@sfpq.qc.ca et nous vous répondrons rapidement. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine.